Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette conférence qui est intitulée RSE et éco-conception, comment l'intégrer en entreprise et plus largement, comment intégrer la problématique de l'environnement au cœur des entreprises. On est deux collaboratrices de la Chambre de commerce et d'industrie. Je ne sais pas si vous connaissez cette structure, sans doute. Donc, nos missions sont d'accompagner les entreprises dans leur développement. Et un des axes forts du réseau des CCI au niveau national, maintenant, c'est d'accompagner les différentes transitions, dont la transition écologique, en lien avec les transitions aussi numériques et les transitions humaines que connaît notre époque, mais c'est un axe très fort d'accompagner la transition écologique. Donc on va vous faire autant une présentation sur comment on peut intégrer ce sujet-là quand on débute en entreprise, mais aussi des différents retours d'expérience dans la région d'entreprises qui ont intégré l'environnement au cœur de leur process et de leurs activités. C'est une thématique qui est importante pour le réseau consulaire, ce sujet-là de la transition écologique. Et notamment, on a des feuilles de route en lien avec l'ADEME qui soutiennent ces actions-là. Donc on va être ensemble pour 45 minutes. A priori, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je suis Julie Tastoul, chef de projet en environnement, éco-conception plus spécifiquement. Et donc au quotidien, j'accompagne les entreprises principalement industrielles à intégrer l'environnement dans leur conception de produits, dans leur marketing et dans leur stratégie. Et donc je suis Pauline Stellin, je suis conseillère éco-conception à la Chambre de commerce et d'industrie aussi. Et je travaille à l'échelle régionale à accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception, aussi à de la sensibilisation des équipes et à déchiffrer un petit peu des premières bribes de pistes d'éco-conception en lien avec leurs produits et services. Donc on est ravis de partager avec vous ce temps sur ce sujet-là. On a du contenu à présenter, mais le but c'est que ce soit aussi interactif. Donc n'hésitez pas à participer ou à poser vos questions au fur et à mesure. On pourra aussi prendre un temps d'échange à la fin pour que tout se passe au mieux. Je laisse le petit message. Tu peux quand même parler, non ? Ça marche pas ? Vas-y. Et donc aujourd'hui, on va parler avec vous de ce grand sujet de la transition écologique et notamment de la RSE et de l'éco-conception. Donc dans un premier temps, on va vous parler un petit peu des niveaux d'intégration de l'environnement dans l'entreprise, par quel biais on peut le faire. Et puis ensuite, dans un second temps, on va vraiment axer cette présentation autour d'exemples, de retours d'expériences d'entreprise qu'on accompagne nous tous les jours, pour que vraiment vous ayez une vision un peu plus concrète de ce que ça peut donner, notamment dans la région. Et puis vous présenter aussi les différents dispositifs et accompagnements qu'on propose sur ce sujet. Alors pour commencer, nous on s'est présenté, mais on veut bien que vous vous présentiez aussi. Donc on a deux petites questions. La première question. Donc la première question, c'est de savoir parmi vous si devant vos entreprises, vous avez entrepris une stratégie RSE, une démarche RSE. Est-ce que, en levant la main, vous pouvez... y a des comme ça. C'est bien. Ok, donc il y en a quand même quelques-uns. Super. Ouais. Et de la même manière, qui d'entre vous a entrepris une démarche d'éco-conception cette fois-ci ? Ok, deux. Super. Qui connaît l'éco-conception ? Peut-être c'est ça la première question. Alors, qui sait ce que c'est que l'éco-conception ? Ok. Bon, vous êtes au bon endroit. On espère que vous pourrez répondre un peu plus à cette question à la fin de notre intervention. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va aborder un peu plus de manière théorique ou globale comment on intègre l'environnement en entreprise. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est quand on parle d'environnement, on ne parle pas seulement de bilan carbone, de CO2 ou de réchauffement, dérèglement climatique, mais on considère qu'il y a 4 grands enjeux à adresser en environnement. Donc le CO2, le dérèglement climatique, ça en fait partie et c'est quelque chose qui est très médiatisé et dont on parle beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres enjeux à adresser, notamment l'épuisement des ressources. Donc on voit bien qu'il y a certaines ressources qui sont en tension aujourd'hui de plus en plus. L'atteinte à la santé humaine et l'érosion de la biodiversité avec l'extinction de plus en plus d'espèces végétales comme la faune.
Et donc c'est important aussi d'avoir une vision assez globale de l'environnement en entreprise, parce que il se peut qu'on se trompe de solution, ou que parfois on veuille prioriser un enjeu plutôt qu'un autre, alors qu'en fait c'est très important d'avoir une vision globale et d'adresser les bons messages sur tous les enjeux environnementaux. C'est vrai que c'est tout l'enjeu d'avoir une approche la plus systémique possible. C'est là où on se rend compte qu'on complexifie un petit peu le sujet en ajoutant ces 4 enjeux, mais c'est ça qui va le rendre aussi passionnant et qui va aussi montrer vraiment la vision la plus exhaustive possible. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'appréhende dans les stratégies RSE ou les démarches d'éco-conception. En lien, comme le disait juste avant Pauline, avec le bilan carbone, si on prend une entreprise plutôt industrielle, est-ce que vous savez, à votre avis, quand elles font leur bilan carbone, sur quelle partie, donc quel scope, c'est les périmètres qu'on prend du coup pour faire ce bilan carbone, est-ce que c'est le scope 1 et 2 qui correspond aux activités de l'entreprise, ou c'est le scope 3 qui correspond à l'amont ou à l'aval, où il y a le plus d'impact aujourd'hui? Si on faisait un petit vote à main levée, qui vote scope 1 et 2? Et qui vote scope 3? Ok. Qui ne vote pas? Vas-y, du coup, ça passe pas. Et donc, la bonne réponse, hein, c'est ce que la majorité d'entre vous pense, c'est en effet au niveau du scope 3. Ça dépend en fait dans quel secteur d'activité on est, mais globalement, en fait, les bilans carbone ont été compilés au niveau international avec différentes ONG, et on sait que quand on est dans une entreprise industrielle, ça se situe soit en amont, soit en aval. Donc en amont notamment en lien avec tout ce qui va être achat des matières premières, et en aval tous les impacts des produits aussi liés à l'usage. Si on détaille un petit peu, voilà, c'est vraiment 80% des impacts qui sont sur cette phase amont-aval quand on est dans une entreprise industrielle. Donc, comme le disait Pauline juste avant, en fait, l'enjeu de prioriser et de travailler d'abord sur ces grandes masses d'impact, ça va être un enjeu qui va être important quand on cherche à intégrer l'environnement. Et à titre d'information, non, tu peux laisser juste avant, attention, je vais venir. En fait, la consommation d'énergie, c'est quelque chose qu'on monitore souvent en entreprise. C'est important notamment par rapport au sujet économique. Hein. On sait que toutes les factures ont augmenté, mais par exemple sur un site industriel, là c'était d'une menuiserie industrielle d'une taille assez conséquente, hein, de 80 salariés en fait. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça ne représente que 4% de l'impact, la partie consommation énergie du site industriel. D'où l'importance de regarder aussi ce qui se passe en amont et en aval. Et donc, c'est notamment ce que va permettre de faire l'éco-conception. Ça, c'est très vrai du coup dans les entreprises industrielles agroalimentaires, par exemple, où l'amont est très important. Les ingrédients en fait, qui font les recettes des produits, c'est là où il va y avoir beaucoup d'impact. Et quand on est aussi dans l'industrie automobile, par exemple, ça va être la phase d'usage. On sait très bien que c'est sur cette phase-là où il y a beaucoup d'émissions de CO2. C'est juste à enlever le périmètre des industries extractivistes, qui sont les industries primaires, où là, forcément, voilà, celles qui produisent nos matières premières, là, c'est là où elles ont le cœur des impacts dans leurs procédés internes. Quand on parle en général d'intégrer l'environnement en entreprise, ce qu'on peut identifier, c'est qu'il y a 3 niveaux dans lesquels on peut l'intégrer. Quand on parle de bilan carbone, donc c'est un premier niveau qu'on appelle l'approche site, où là on va monitorer les flux d'énergie, de consommation, d'eau, d'énergie, de déchets. Donc c'est une phase qui est très importante de compréhension du système et de compréhension de comment fonctionnent les flux en entreprise. Mais il y a d'autres niveaux aussi. Comme l'a dit Juliette, 80% des impacts d'une entreprise industrielle se situent dans l'offre de services produits qui est proposée par l'entreprise. Et pour adresser ces enjeux-là, du coup, on change de périmètre. Et là, on va parler plutôt d'éco-conception. On va retravailler l'offre et les produits qui sont proposés par l'entreprise. Donc c'est un périmètre différent, ça va adresser des enjeux différents, des services différents aussi, et ça va être assez complémentaire en fait de la gestion des déchets et autres qui pourraient aboutir à un bilan carbone aussi avec l'approche site. Et puis un peu pour chapeauter tout ça, il y a une approche RSE qui va être là pour donner des indicateurs, une ambition, une directive à l'entreprise et qui va permettre de fixer un goal, un objectif à plus long terme sur des indicateurs à la fois environnementaux, donc qui peuvent reprendre l'approche d'éco-conception et du bilan carbone par exemple, mais qui va aussi être plus largement sur des sujets sociétaux et de gouvernance.
Donc quand on se pose cette question, en fait, par où commencer, on entend parler de beaucoup de méthodes. Aujourd'hui, quand une entreprise, il y a l'économie circulaire, la RSE, la décarbonation, l'éco-conception. On dit un peu, il y a le millefeuille de la transition écologique. En fait, il y a différentes façons de commencer. Ça va dépendre en fait du contexte et de l'ambition de l'entreprise. Et notamment, peu importe en fait la porte d'entrée, ce qu'il faut, c'est aller sur ce sujet-là et puis au fur et à mesure du temps, les 3 niveaux seront intégrés. Il y aura l'approche site qui est pilotée, comme parfois c'est piloté historiquement si l'entreprise est ISO 14001 par exemple, après une approche sur l'offre et puis une approche stratégique. Si on zoome un peu sur l'approche stratégique, donc il y a le concept de RSE que du coup certains connaissent puisqu'il y a des stratégies au sein de vos entreprises. Si on essaie de le résumer, de le simplifier, en fait c'est comment on va appliquer le développement durable au sein de l'entreprise. C'est ça. Développement durable, on mélange les enjeux du coup économiques, donc qui vont se traduire notamment sur des questions autour de la gouvernance, par exemple, dans l'entreprise, les enjeux sociaux, sociétaux, qui vont se traduire, par exemple, sur la qualité de vie au travail des collaborateurs, les enjeux de loyauté des pratiques avec les fournisseurs, et puis il y a l'enjeu environnement qui va se traduire, comment on intègre la partie prenante, finalement, environnement, territoire, au cœur même de l'activité de l'entreprise. Donc finalement, la RSE, ça regroupe l'ensemble des pratiques qui vont permettre de viser la pérennité économique de l'entreprise. Ça reste le but premier quand même d'une entreprise, mais d'essayer que l'entreprise ait un impact positif du coup sur la société et qu'elle respecte préserve l'environnement, voire maintenant dans les nouveaux modèles cherche à le régénérer ou réparer également réparer l'environnement. La RSE, c'est défini dans une norme que certains connaissent peut-être. Il y a une ISO 26000 qui définit ce qu'est la RSE. Et avant tout, en fait, quand on commence sur ce sujet-là, il faut que ce soit une approche quand même assez volontaire de l'entreprise, qui vienne soit du CODIR, de la direction, parce que c'est un sujet qui est assez large en termes de périmètre, en termes de questions que ça va embrasser et que ça va faire se poser au cœur de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est quand même d'aller plus loin que juste respecter les réglementations qu'on peut avoir déjà qui sont très présentes, par exemple sur le respect du droit au travail, etc. dans l'entreprise, c'est de se poser des questions plus globalement sur des enjeux, par exemple, de comment on gère les conflits d'intérêts, comment on gère le respect des minorités. Enfin, il y a beaucoup de questions qu'embrasse la RSE, donc c'est un périmètre très large aujourd'hui quand on l'ouvre en entreprise. Un peu de façon plus concrète, la RSE, il y a 7 piliers d'action et du coup, les questions, par exemple, de gouvernance, de comment sont prises les décisions au cœur de l'entreprise vont être posées. Les questions aussi de lien avec le client, le consommateur, même le modèle économique peut être challengé quand on fait de la RSE, savoir quel est notre modèle de vente en fait des produits. Est-ce qu'on est sur un modèle de vente uniquement du produit ou est-ce qu'on va questionner aussi peut-être d'avoir juste vendre l'usage du produit. Donc c'est des questions, ça peut être très très vaste et en fait on commence souvent la RSE, c'est assez intéressant de commencer en ayant une approche collaborative du sujet, en questionnant les collaborateurs, en questionnant aussi en lien avec les valeurs de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc ça va être le niveau stratégique comme l'expliquait Pauline et l'éco-conception, vraiment ça va s'intégrer dans cette stratégie-là RSE, ça va permettre en fait d'avoir des actions pragmatiques sur l'offre quand la RSE va fournir le cadre de pilotage, le cap, les indicateurs pour piloter aussi la démarche d'éco-conception. Ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il n'y a pas de temporalité ou d'ordre dans lequel on intègre l'environnement en entreprise. Ce que disait Juliette tout à l'heure, parfois il y a des entreprises qui commencent par gérer les flux et les indicateurs à l'échelle de leur site pour gérer les déchets, l'énergie, l'eau, pour justement contrôler de manière économique l'activité, et puis qui au final se rendent compte qu'il y a un intérêt aussi de travailler les produits et donc du coup qui partent sur de l'éco-conception et qui au final se rendent compte qu'il y a besoin de structurer tout ça à travers une démarche RSE. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est parfois des entreprises qui ont envie de se structurer à travers une démarche RSE et qui, derrière la RSE, décortiquent ou développent des démarches à l'échelle d'un produit ou du site de production. Donc il n'y a vraiment pas d'ordre, il n'y avait vraiment pas une seule solution. Et quand nous, on voit les entreprises du territoire, il n'y a pas une seule manière d'intégrer l'environnement. Chacun a sa façon de faire en fonction de son contexte, de son historique, de son ambition aussi. Et si on fait un zoom sur l'éco-conception, de manière vraiment globale, l'éco-conception, c'est une manière de repenser l'offre pour pouvoir intégrer l'environnement dedans. Donc on intègre un critère environnemental dans la conception de l'offre.
Pourquoi au niveau de la conception ? Pourquoi le mot éco-conception ? C'est parce qu'en fait, on estime qu'il y a 70 à 80% des impacts environnementaux qui sont déterminés dès la phase de conception d'un produit. C'est-à-dire qu'après cette phase de conception, ensuite on va être bloqué et le peu qu'on va avoir de marge, ça va être sur optimiser la production ou autre. Mais 70 à 80% des impacts seront déjà déterminés à ce moment-là. D'où l'intérêt de travailler à cette étape-là de la conception de produit. Et donc, il existe de nombreuses définitions de l'éco-conception qu'on vous a remis là. L'essentiel à retenir, c'est que c'est une démarche qui est robuste, éprouvée, une méthode vraiment qui est normée, et que l'objectif, c'est d'identifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie, pour identifier en fait l'essentiel des impacts environnementaux, enfin les priorités à adresser, et en parallèle de ça, les leviers d'éco-conception qu'on va pouvoir amener pour réduire l'impact environnemental d'un service ou d'un produit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas caricaturer l'éco-conception en se disant que ça va être un produit qui va être moins bien en termes d'usage ou plus cher. L'idée, c'est qu'on ait une approche de compromis aussi pour avoir un produit qui soit aussi désirable qu'un produit qui n'est pas éco-conçu. Et quand je vous dis produit éco-conçu, derrière ça, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va vraiment être propre à l'ambition de l'entreprise, son produit et la définition qu'elle s'en fait. Un cycle de vie, ça ressemble à ça. Donc, ça va être toutes les étapes par lesquelles va passer le produit. Donc, dans un premier temps, toute l'extraction de matières premières, les impacts au niveau de la fabrication, bien évidemment, qui est beaucoup plus maîtrisé en général en entreprise. Mais il y a aussi un besoin, quand on fait de l'éco-conception, d'ouvrir les portes de l'usine et de voir ce qui se passe donc en amont et en aval aussi, avec notamment l'étape transport, l'usage, qui est souvent pas très très bien maîtrisé en général quand on développe un produit. Et puis surtout la fin de vie aussi, qu'est-ce que devient le produit quand je le mets sur le marché ? Qu'est-ce qu'en fait mon consommateur une fois le produit est arrivé en fin de vie ? Et donc l'idée derrière la méthode, c'est d'avoir une idée des impacts environnementaux associés à chaque étape et quelle est l'étape, ordonner un petit peu les étapes les enjeux prioritaires à adresser sur le produit. Donc ça va être différent d'un produit à un autre. Et donc l'idée, c'est d'avoir une vision globale sur toutes les étapes, mais aussi sur tous les enjeux environnementaux dont on a parlé au tout début. Pour résumer, l'éco-conception, c'est un levier qui va permettre à la fois de reconcevoir, de réfléchir, de se réapproprier la chaîne de valeur du produit, mais aussi son usage et son usage, dans le but de réduire l'impact environnemental de celui-ci et aussi de renforcer la pérennité d'une entreprise et de l'ancrer économiquement sur le marché. Parce que, en fait, l'idée derrière renforcer la pérennité, c'est vraiment que les produits aient une réalité économique. Comme le disait Pauline, il y a un vrai enjeu de trouver des compromis. Et donc, on positionne l'environnement par rapport aux autres critères qu'on a l'habitude de pondérer, les attentes clients, la faisabilité technique et la maîtrise des coûts. Et donc, aujourd'hui, on sait que dans les entreprises qu'on accompagne, en fait, quelque part, si l'enjeu environnement n'est pas adressé au cœur même de l'entreprise, l'entreprise, ça veut dire qu'elle n'a pas encore une vision complète de son contexte et par rapport à sa pérennité à long terme, ça peut être un risque en fait aujourd'hui de ne pas intégrer l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un aspect qui n'a pas été saisi dans l'analyse de contexte. Quand on voit la description du cycle de vie de tout à l'heure, on se rend compte qu'il faut du coup ouvrir en effet les portes de l'entreprise pour dialoguer du coup en amont avec les fournisseurs et en aval avec les clients. Et donc ça veut dire que l'éco-conception, pour être pilotée en fait dans les entreprises, elle va concerner du coup différents services, différents métiers. Ça va être toujours des approches pluridisciplinaires qui vont être nécessaires et une transversalité en fait ou une synergie de compétences qui va se créer avec la brique des acheteurs qui est une
une fonction qui est assez essentielle dans les démarches. Bien sûr, la brique R&D, puisque c'est là où se joue la conception des produits. La brique aussi marketing, commercial, puisqu'ils ont une meilleure compréhension aussi du besoin client, de l'attente client, de l'usage qui va être fait du produit. Et plus globalement, toutes les fonctions vont être touchées, que ce soit la direction, les DAF ou bien sûr la fonction environnement. Mais il ne faut pas rester uniquement focus en se disant c'est le chargé de projet environnement qui doit porter l'éco-conception. À terme, en fait, il y a une équipe de projet transversale qui va être créée en éco-conception. Dans l'accompagnement, ce qu'on observe souvent, c'est que c'est des projets qui vont permettre de fédérer aussi en entreprise, de permettre aussi des échanges entre des services qui ne communiquent pas forcément tous les jours, et donc du coup de renforcer un enjeu qui touche aussi au personnel, des collaborateurs. Ça crée beaucoup de liens et du sens au travail. C'est souvent le bénéfice en fait que nous relatent toutes les entreprises qui ont été accompagnées sur ces sujets. Et du coup, pour finir de cette question de comment intégrer l'environnement, finalement, en fait, une entreprise, sa chaîne de décision classique, c'est d'avoir une stratégie, la brique marketing et la conception de produits. Et en fait, on va vouloir intégrer l'environnement, idéalement, dans ces 3 niveaux pour arriver à avoir un portage du sujet qui soit le plus cohérent, le plus agile et le plus efficace possible par rapport aux enjeux que l'entreprise a adressés sur cette thématique de l'environnement. Donc on a choisi d'orienter un peu cette présentation en s'appuyant sur des exemples concrets pour que vous visualisiez un petit peu ce que ça donne en entreprise. À titre informatif, du coup, en CCI, on accompagne de nombreuses entreprises, notamment via un programme éco-produire qu'on vous présentera un petit peu plus tard. On a une quarantaine d'entreprises maintenant qui se sont engagées dans la région. De tout secteur d'activité, un petit peu représentatif de chaque département. Et de toute taille aussi. Et de toute taille. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc voilà, on s'appuie sur en partie ces retours d'expérience-là pour vous présenter aujourd'hui. Donc un premier exemple qu'on voulait vous montrer, c'est l'exemple d'MBPAC. Donc MBPAC, c'est une entreprise mayonnaise d'une trentaine de personnes. C'est des distributeurs d'emballage pour les métiers de bouche. Et eux sont arrivés avec une problématique forte liée à leur contexte réglementaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi AGEC, mais cette loi-ci, elle impose la réduction, voire l'interdiction de l'usage de plastique à usage unique. Et donc, ça atteint directement l'activité, le cœur même de l'activité de l'entreprise, puisque leur métier, c'est de vendre des plastiques à usage unique. Et donc, ils se sont lancés dans une démarche RSE, donc, où on retrouve les différents piliers, donc environnemental, sociétal et économique. Et à travers ces enjeux-là, ils ont décliné de nombreux projets, dont un projet qui est basé sur la communication environnementale et la création d'un outil d'affichage environnemental. C'est le même principe que l'EcoScore quand vous voyez sur vos paquets de céréales le A, B, C, D, E. Sauf que là, c'est vraiment basé sur des critères environnementaux. L'idée derrière ça, c'est qu'ils ont fait un outil basé sur des critères environnementaux pour classifier l'ensemble de leur offre. Puisqu'ils ne sont pas producteurs, ils sont distributeurs. Donc en fait, ils ont classé toute leur offre à travers un indice de A à E. L'objectif derrière ça, c'est de pouvoir renseigner le client sur ce qu'il achète en termes d'intérêt environnemental. Et puis ça a aussi eu des intérêts pour les producteurs qui du coup s'interrogeaient un peu sur leurs notes, qui parfois étaient un peu surpris, et qui du coup ça a permis aussi de les embarquer dans cette démarche-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça a embarqué donc, en amont via les producteurs et puis en aval sur les clients qui ont fait des choix éclairés sur l'environnement. Donc ça, c'est un exemple de démarche. Puis ils ont aussi fait d'autres choses sur notamment le réemploi à travers un projet qui s'appelle Bolero. Et donc du coup, ils ont aussi permis de pérenniser l'activité, de répondre aux enjeux réglementaires à travers une démarche d'éco-conception qui a permis d'embarquer à la fois eux, leurs collaborateurs en interne, et puis aussi à l'externe, leurs clients et leurs fournisseurs. Et puis ça a permis aussi de renforcer la transparence de l'offre. Et puis ils se sont fixés des objectifs d'amélioration continue où ils cherchent à améliorer toujours la note globale de leurs produits tous les ans.
Donc voilà. Dans cet exemple-là, on voit bien le lien RSE éco-conception, parce que leur indice de notation, l'effet vert, c'est vraiment basé sur une démarche d'éco-conception. Ils ont vraiment mesuré toutes leurs références d'emballage, et du coup, pour arriver à cette notation de AF, et tout ça est porté par une démarche RSE plus globale. Donc on voit bien le lien, et c'est une entreprise où ils sont 30, donc ça montre aussi l'accessibilité de ce type de démarche. C'est une démarche assez exemplaire dans la région, ils ont gagné depuis des prix, et puis ça continue, mais qu'on peut vraiment avancer sur ce sujet. Autre exemple, donc on change de secteur d'activité, on part du coup à Saumur pour une entreprise qui fabrique des médailles commémoratives, donc l'entreprise Pichard-Balm, donc c'est des pièces en métaux, du coup les médailles commémoratives, soit qu'on a par exemple dans les mairies, soit dans les monuments, par exemple historiques, quand on visite on peut acheter des petits jetons à l'effigie du monument. Et donc, eux, leur question, c'était de se dire, si on se projette dans le temps, est-ce que l'usage de la médaille commémorative existera toujours ? Donc, ils avaient l'idée de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on re-questionne un petit peu cet objet-là et essayer peut-être de faire une innovation un peu plus de rupture par rapport à ce sujet-là. Donc, si vous visualisez un peu une médaille en métal, à votre avis, sur quelle étape il y a le plus d'impact ? Est-ce que ça va être l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'usage ou la fin de vie? Alors vous allez pouvoir voter comme ça, c'est sympa pour nous. Qui vote A, extraction. Ok. B, fabrication. C, transport. Usage. Fin de vie. Ok. Donc majoritairement, vous êtes tout à fait dans le bon, c'est extraction et fabrication. On va voir dans la petite vidéo de l'entreprise que les deux sont vraiment intimement liés et ils vont l'expliquer de façon tout à fait claire. Hop, petite manipulation technique. Pichard-Balm est situé à Saumur. C'est une société de 130 personnes qui évolue principalement dans le domaine de la bijouterie, des médailles et des objets d'exception. Pour nous, l'éco-conception et l'éco-produire est lié en fait à la mise en forme de nos matériaux de base qui nécessitent énormément d'énergie et on se doit d'être force de proposition vis-à-vis de nos clients sur des alternatives qui soient moins impactantes d'un point de vue environnemental. D'où l'intérêt de pouvoir rentrer dans un programme qui nous permette de comprendre, d'analyser notre méthode de production, de faire une analyse de cycle de vie d'un de nos produits et de pouvoir le mettre en concurrence avec de nouveaux matériaux. Donc nous avons réalisé l'analyse du cycle de vie de cette médaille, qui est notre médaille commémorative classique et ancestrale. L'extraction de la matière première étant un des impacts les plus importants en plus de la fabrication. Nous avons décidé de travailler sur un autre matériau. Nous avons travaillé pour ce projet sur de l'acétate de cellulose, du bioacétate. On n'a plus besoin de galvanisation ou d'éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va polir. C'est principalement des opérations manuelles. Nous n'aurons pas besoin d'utiliser la presse 1600 tonnes, qui était celle qui avait l'impact le plus fort en puissance. Nous pouvons utiliser une petite presse hydraulique classique. Nous n'aurons plus besoin non plus de vernir la médaille, d'utiliser les bains de galvanoplastie. On a quelque chose qui réduit d'environ 70% notre impact environnemental quand on travaille sur ce type de matériaux. Notre objectif est maintenant de déployer cette démarche d'éco-conception à nos nouveaux produits.
Donc on voit dans cet exemple le lien du coup matière première et fabrication. Forcément, le choix de matière première va impliquer les process de fabrication. Là, on a une innovation assez forte. Du coup, ils réduisent jusqu'à 70%. L'idée, c'est qu'après, ils ont fait aussi tout un travail en lien avec leurs clients pour comprendre vraiment quel rapport ils avaient à l'objet. Est-ce que le poids était important? Et sans doute, ils rajouteront quand même un petit peu de dorure pour garder cet aspect aussi symbolique. Mais c'est une matière qui est très belle. Là, sur la vidéo, on ne le voit pas bien, mais en transparence, il y a vraiment des jeux de lumière assez incroyables. Donc, ils ont réussi à un peu vraiment innover et changer complètement le produit sur un produit qui était quand même historiquement déjà très, très marqué. Nouvel exemple. Donc, un autre exemple de la région, cette fois-ci en Maine-et-Loire, c'est l'exemple d'Atex. Atex, c'est une entreprise d'agencement de mobilier dans le milieu professionnel. Et notamment, ils font dans les crèches des tables allongées et autres mobiliers. Donc eux, à votre avis, donc sur cette table allongée en bois avec un évier, quelle est la phase la plus impactante selon vous? Est-ce que c'est l'extraction de matières premières? Si on lève la main en même temps. Fabrication un petit peu. Le transport. Ok. Et l'usage? Non. Et la fin de vie? Ok. Chez eux, ce qui a été mis en avant à travers leur démarche et puis les calculs derrière, ça a été notamment l'impact de la matière première, parce que le bois, c'est pas gratuit sur la terre, et aussi la phase d'usage, avec notamment donc du coup la consommation d'eau en phase d'usage. Atex est une entreprise d'agencement sur mesure, basée dans le Maine-et-Loire, près d'Angers. C'est une entreprise qui a été créée en 1989 et nous sommes actuellement 80 salariés. En 2019, nous avons réalisé le bilan carbone de la société et suite à ça, nous voulions poursuivre la démarche en analysant un de nos secteurs phares qui est la petite enfance et nous avons travaillé sur notre produit qui est la table allongée. La première étape a été d'identifier les sources d'impact qui sont la matière première, la fin de vie et l'utilisation. Ensuite, nous avons listé les stratégies d'éco-conception pour notre table allongée. La phase la plus importante étant la matière première, nous avons identifié des matériaux alternatifs tout en conservant les mêmes propriétés techniques et ergonomiques, à savoir l'hygiène, la facilité d'entretien et l'état de surface. Nous avons réalisé 6 analyses comparatives de notre produit de référence et sur les meilleures d'entre elles, nous arrivons à réduire de 5 à 10% l'impact carbone. D'une manière plus globale, cette démarche nous a permis une ouverture d'esprit. Ça nous a aussi permis de sensibiliser nos équipes à l'éco-conception et pour la suite, nous aimerions développer cette démarche auprès de nos autres secteurs d'activité. Ce qui est important de retenir à travers ces exemples-là, c'est que en fait, les impacts environnementaux ne sont pas nécessairement là où on le pense. D'où l'intérêt aussi de passer par une démarche d'éco-conception. On va vraiment se baser sur des calculs pour identifier les impacts sur l'ensemble du cycle de vie. Et donc de ne pas se tromper de combat, de vraiment viser les impacts significatifs pour réduire au maximum l'empreinte environnementale du produit. On va maintenant découvrir l'application dans un autre secteur d'activité. On a fait pour l'instant du coup plasturgie, métaux, bois, on va dire, pour simplifier. Et donc maintenant dans l'électronique, une entreprise qui a été accompagnée donc Thales sur un de leurs produits, un chiffreur de données. Donc même question, à votre avis, un chiffreur de données, il faut s'imaginer c'est comme une box très sophistiquée quand même, ou un mini serveur plutôt. À votre avis, sur quelle phase il y a le plus d'impact? Est-ce que ça va être extraction des matières premières? Maintenant, vous votez ça tout le temps. Fabrication, transport, usage, fin de vie. Donc, c'est partagé entre 3 phases pour vous. Et on va découvrir ça dans la petite vidéo.
Ici, on est chez Thales 6. Thales 6, on est un des leaders mondiaux en fait, de tout ce qui est cybersécurité et puis radiocommunication. Et on est 7000 employés sur 6 sites en France. Et aujourd'hui, on est sur le site de Cholet. Pour Thales, c'est pas nouveau en fait l'environnement. Ça fait environ 15 ans qu'on travaille déjà pour diminuer les impacts. Et surtout, on a des objectifs de diminuer notre empreinte carbone sur l'usage de nos produits. L'objectif, c'est 7% en 2023, donc demain, et 15% en 2030. Dans la démarche éco-produire, on a fait le choix de travailler sur le produit Mistral, en fait, qui est un chiffreur de réseau pour les réseaux civils comme militaires. Et donc le but de ce chiffreur, c'est de sécuriser les communications réseau. On a présenté cette démarche à l'équipe Mistral, à l'équipe produit. On a eu un véritable écho par rapport aux engagements sociétaux que ça représente. Et donc ça nous a permis de définir des pistes et d'engager l'équipe dans un mouvement pour trouver des améliorations et les inscrire dans la feuille de route du produit, dans la roadmap produit. Durant l'exercice de l'analyse du cycle de vie du Mistral IP9001, on a confirmé que les grands axes de consommation et d'impact environnementaux se passaient durant l'usage, durant l'utilisation de nos équipements qui ont une longue durée de vie, entre une bonne dizaine d'années. Et la consommation électrique était la principale cause d'impact environnemental. Donc on va d'abord commencer par réduire cette consommation électrique en agissant sur nos logiciels, nos configurations et en tenant plus compte des cas d'emploi des clients qui ont des phases de sous-utilisation. En fait. Et puis l'autre impact principal, c'est la matière première, les ressources que l'on utilise. Pourrait être réduite. On l'a déjà fait par le passé en passant de la gamme Mistral VS7 à VS9, en réduisant le poids, la masse de 35%. Et on peut continuer dans cet axe-là aussi. On parle effectivement d'évolution sur 1 ou 2 ans, plutôt des évolutions techniques, logicielles, fonctionnelles. Et à court terme, très concrètement, on a mis en place des éco-gestes pour réduire la consommation au quotidien des serveurs éteints le week-end, par exemple, ou encore la semaine. Moi, ce que je retiens le plus, c'est l'engagement des équipes. On a vraiment réussi à susciter un engagement assez général, que ça peut être de la personne qui s'occupe de la logistique jusqu'à l'acheteur, les commerciaux, le marketing. Et c'était vraiment une première pour nous d'avoir toutes ces personnes impliquées dans la démarche. Donc on voit à travers ces 4 exemples un peu que l'éco-conception, ça s'applique vraiment dans tous les secteurs d'activité. Par contre, les problématiques environnementales ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas les mêmes phases du cycle de vie qu'il va falloir travailler. Ce n'est pas les mêmes stratégies à mettre en place. Ça ne va pas toujours concerner non plus les mêmes fonctions. Donc il y a plein de façons d'avancer à chaque entreprise, d'écrire sa démarche. Et c'est ça qui est assez passionnant aussi sur ces thématiques quand on commence à y travailler. En synthèse, un peu nos conseils pour intégrer l'environnement dans votre entreprise. Avant tout, ça va être de prendre du recul et analyser son contexte, les attentes de ses clients, les pressions réglementaires, de comprendre, un peu prendre de la hauteur avant de se dire tiens, cette première action, il faut la mettre en place. Voilà, d'identifier aussi son ambition par rapport à la culture d'entreprise, où est-ce qu'on veut aller et quels vont être les sponsors internes, les ambassadeurs du projet qui vont pouvoir être facilement mobilisables sur le projet. En troisième, comme on l'a vu, et c'est vraiment la particularité de l'éco-conception et c'est vraiment tout l'intérêt de cette méthode, c'est de aussi prioriser et concentrer ses efforts là où on a le plus d'impact. Et pour cela, faut d'abord identifier, savoir où on a le plus d'impact et donc de leviers possiblement actionnables. Enfin, c'est vraiment intéressant aussi d'apprendre des autres démarches, de s'inspirer, de partager avec d'autres entreprises, puisque c'est des vraies transformations ou conduites du changement qui vont être au cœur des entreprises. Et donc, l'entreprise va passer par toutes les étapes de la courbe du changement, etc. Et donc, pour soutenir vraiment la démarche, c'est intéressant aussi de partager, et c'est tout l'intérêt aussi d'événements comme EnviroPro aujourd'hui. Et enfin... ne pas hésiter aussi pour gagner du temps à solliciter des aides, des accompagnements. On a la chance dans la région d'avoir différents dispositifs d'accompagnement. Il y a plein d'organismes, de clubs, de communautés aussi qui peuvent accompagner, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Il y a pas mal d'aides financières aussi du côté de l'ADEME aussi à solliciter en lien avec ces thématiques. Donc n'hésitez pas à creuser un peu le sujet, savoir ce à quoi vous pouvez bénéficier. On va du coup vous présenter rapidement quelques dispositifs des chambres de commerce et d'industrie. Justement, pour parler d'aide et d'accompagnement qu'on propose nous en CCI, en fait, on a différents niveaux d'accompagnement.
qui passe par donc des phases de découverte à travers des conférences comme celle-ci, des webinaires, des événements, mais aussi des conseils un peu ponctuels. Et puis ensuite, on a des niveaux un petit peu plus avancés d'accompagnement avec un premier niveau de sensibilisation, découverte, orientation, et puis plus d'expertise, voire d'accompagnement un peu plus long terme. Donc, par exemple, le programme Éco-Produire, c'est des entreprises dont on vous a montré les vidéos. Elles ont été accompagnées sur 15 mois. C'est vraiment un travail assez conséquent. Donc, c'est un programme qui bénéficie du soutien financier de l'ADEME dans la région. L'idée, ça va être vraiment de mener une première boucle d'éco-conception au cœur de l'entreprise et de lui transférer la compétence pour qu'elle soit autonome par la suite pour continuer cette démarche. Donc voilà, qu'elle soit formée à ce qu'est l'ACV, d'avoir un outil interne aussi pour pouvoir faire ces mesures d'impact et de former les collaborateurs et conduire vraiment le changement sur un premier prototype, comme on a pu le voir dans les différents exemples. Un autre dispositif qu'on appelle EVA l'éco-conception, c'est en fait un rendez-vous avec un conseiller de 2-3 heures qui va permettre de faire un diagnostic, de poser les bases de ce qu'est l'éco-conception, mesurer le niveau de pression et de capacité ou d'opportunité à intégrer l'éco-conception aussi en entreprise, et puis de définir des premières pistes d'éco-conception. C'est pareil un programme qui est pris en charge par l'ADEME et la CCI, donc qui est offert aux entreprises. Donc c'est vraiment un bel outil de sensibilisation plus large dans la région qu'on s'emploie à faire encore cette année. Et on propose également différentes matinées techniques pour monter en compétences sur le sujet ou faire monter en compétences les équipes. Donc que ce soit sur la phase évaluation environnementale, sur l'aspect plutôt comment on structure la démarche d'éco-conception ou comment on communique sur l'environnement. C'est un grand sujet. Oui, il y a besoin quelque part que les entreprises ont besoin de prendre la parole sur ce sujet-là et essayer de le faire de la meilleure des façons et de la façon la plus transparente et juste qui soit. Donc on propose différents dispositifs. On accompagne également sur de la RSE avec un dispositif qui s'appelle le PAC RSE si vous voulez commencer à mettre quelques premiers pas sur cette démarche de responsabilité sociétale. Enfin, on a une date si vous voulez continuer à apprendre et découvrir des retours d'expérience. Cette fois-ci, ce sera les entreprises qui en parleront elles-mêmes mieux que nous. Donc c'est un événement régional le 2 juillet qui aura lieu dans la région angevine, donc autour de l'éco-conception. Vous y êtes les bienvenus. On a terminé pour le contenu qu'on avait préparé, mais on a encore un petit peu de temps s'il y a une ou deux questions qui vous viennent à l'esprit. Puis on se tient à disposition après aussi en dehors de l'espace si vous voulez venir discuter individuellement sur vos démarches. Et on a aussi un stand de la CCI par là-bas. Est-ce qu'il y a une première petite question ? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui. Merci. Je me demandais s'il y a un label ou parce que plusieurs entreprises se disent appliquer de l'éco-conception. On peut s'auto-évaluer comme éco-concepteur ou est-ce qu'il y a un contrôle parce qu'il y en a qui peuvent mettre ça sur leur site internet, ça fait bien, mais est-ce que c'est évalué ? Enfin voilà. Ok, alors sur de l'éco-conception, il n'y a pas de label pour dire qu'un produit est éco-conçu ou pour qu'il y ait de l'éco-conception. La définition aujourd'hui pour utiliser l'allégation produit éco-conçu, ça veut dire c'est un produit qui a fait l'objet d'une démarche d'éco-conception. Donc c'est ça la définition de l'allégation environnementale dans le guide qui est publié par Bercy chaque année. Donc sur de l'éco-conception, il n'y a pas de labellisation. Après, quand on va communiquer des ACV, par exemple des analyses de cycle de vie, si on le fait de façon publique vraiment complète, il faut qu'elles aient fait l'objet d'une revue critique par des experts. Donc on ne peut pas communiquer de façon large comme ça sur le sujet éco-conception. Le mieux, nous, ce qu'on encourage vraiment, c'est l'entreprise à se former sur comment on doit bien communiquer sur l'environnement. Il y a des règles assez simples à suivre qu'on peut apprendre, mais c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, souvent, on voit plein de communications voilà, c'est pas toujours par mauvaise intention, vraiment, c'est par méconnaissance de comment bien communiquer sur le sujet. De tous les termes, il y a plein de termes qu'on ne peut plus employer aujourd'hui, aussi d'un point de vue réglementaire, dans la loi climat
et résilience. Par exemple, on ne peut plus dire qu'une entreprise est neutre en carbone, on ne peut plus dire qu'un produit est 100% éco-conçu ou qu'un produit est respectueux de l'environnement. Donc il faut trouver un nouveau dialogue, une nouvelle façon de communiquer sur ce sujet pour quand même valoriser tout ce qui a été mené par l'entreprise, parce que souvent elles font des choses assez chouettes. Et donc voilà, il y a des petits conseils, des petits tips qu'on peut donner sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, merci. Quel est le coût de cette labellisation sur éco-conception? Si on souhaite devenir ou labellisé éco-conçu, alors, il n'y a pas de label du coup sur l'éco-conception, mais si on veut s'engager, être formé, voilà. Ça dépend le type de démarche qu'on va faire. En fait, se lancer dans la méthode, typiquement pour commencer, nous, les vals éco-conception, comme c'est soutenu par l'ADEME et la CCI, il n'y a pas de coût, c'est un reste à charge nul pour l'entreprise. Après, il y a différents types d'accompagnement par des experts, des bureaux d'études dans la région. Et donc, il y a des aides de l'ADEME de 60 à 80% du coût externe aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et après, on est sur des prix classiques de consultants à la journée qui varient selon les méthodologies. Une dernière. Oui. Pour les services, comment on peut faire pour l'éco-conception pour un service? Ouais. Très bonne question. On a tout le temps dans nos présentations éco-conception, produit / service, parce que la méthodologie s'applique aux deux. Donc on fait le cycle de vie d'un service. Les étapes ne s'appellent pas pareil, mais c'est à peu près la même chose. Donc on peut travailler l'éco-conception de service. Souvent, après, les questions à se poser, c'est plutôt qu'un service souvent est lié à un produit. Donc on parle plutôt d'approche produit-service. Donc nous, la méthode d'éco-conception, elle est beaucoup plus appropriée aujourd'hui vraiment sur une approche produit. Je préfère le dire de cette façon. Par contre, sur le service, en lien avec l'éco-conception, on peut s'intéresser soit au design de l'offre, soit à de l'innovation par les services. Il y a d'autres méthodes qui sont assez chouettes en complémentarité, ou par exemple l'économie de la fonctionnalité. On va réfléchir à la façon dont on propose notre produit, donc finalement les services qui sont autour de ce produit-là. Donc voilà, on peut faire de l'éco-conception de service, mais aussi il y a d'autres méthodes, je trouve parfois, qui vont être assez efficaces. Est-ce que quelqu'un sera frustré s'il n'a pas posé sa question ? Sinon, je vous propose qu'on clôt là cette conférence. Merci à tous pour votre attention et puis très bonne journée.